de SBOM et on a vu des mails partir dans tous les sens, des fichiers Excel se remplir. Est-ce que vous avez Log4j? On vous explique ce que c'est. Renvoyez-nous le mail, le fichier Excel. Des jours et des jours à passer pour essayer de trouver ce composant et savoir ensuite s'il était exposé et s'il était vulnérable. Donc énormément de temps perdu. Donc autant de temps disponible pour les attaquants d'exploiter ce code d'exécution. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour ce premier point. Franck, dans votre quotidien, est-ce que cette question des dépendances est aujourd'hui pleinement intégrée ou est-ce qu'on reste encore dans une logique plutôt réactive où en fait finalement on découvre les problèmes au moment où il y a des incidents? Non, et pour revenir sur ton explication, je pense qu'il y avait les versions qui étaient vulnérables, mais il y avait surtout comment on les utilisait. Parce qu'avoir une version vulnérable ne veut pas dire que ce soit exploitable dans l'implémentation qu'on a dans sa structure. Donc il y avait quand même un deuxième étage, je dirais, de filtre qui était extrêmement important et qui, entre guillemets, même la SBOM n'aidait pas à résoudre. Donc ça filtrait énormément, mais ça n'allait pas jusqu'au bout. Et ça a créé beaucoup de confusion. Des gens qui ont patché avec des versions encore plus vulnérables que la précédente. C'était un pur moment de bonheur, parce que tout le monde a paniqué. Donc du moment que ça pouvait monter de version, on y va et on croise les doigts. Donc c'est là où il ne faut pas surréagir et il faut être beaucoup plus réactif. Chez Schneider, on a une situation particulière, c'est qu'on produit des équipements, des équipements, des solutions logicielles, et donc on fournit à des tiers. Donc c'est pas uniquement pour notre infrastructure, on a une responsabilité par rapport à nos clients, et on se doit, entre guillemets, de savoir quels sont nos composants, alors que ça, qu'on appelle ça SBOM, qu'on appelle pas ça SBOM, c'est encore un autre sujet, et de pouvoir suivre dans le temps, et en même temps d'informer nos clients. Donc on a une responsabilité interne de faire tourner notre infrastructure, et une responsabilité par rapport à nos clients sur une très longue durée. Nos composants, c'est 10, 15, 20, jusqu'à 30 ans et plus. Donc on ne peut pas se dire 20 ans plus tard, il y avait peut-être quelque chose, on ne sait pas vraiment le régénérer et on aura peut-être une vulnérabilité. Donc ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça que ça fait très longtemps qu'on est dans cette démarche que nous on appelle Trust and Transparency. C'est-à-dire qu'il faut créer de la confiance avec nos clients, il faut créer la transparence, parce qu'on ne peut pas avoir de confiance si on n'a pas de transparence. Ça ne veut pas dire qu'on est transparent surtout avec tout le monde, et ça ne veut pas dire qu'on explique, entre guillemets, toute notre propriété intellectuelle à l'intérieur. Donc il faut trouver ce juste compromis de confiance et de transparence pour faire voir qu'on est un acteur responsable, qu'on travaille dans le long terme, et qu'on est capable, je ne sais pas si c'est une des prochaines questions, mais de savoir si la vulnérabilité potentielle est exploitable. Et ça, c'est la vraie question. Et la SBOM peut créer autant de désordre que d'avantages. Ça sera peut-être pour la suite. Exactement. Faut pas trop anticiper, on est encore au début de cette table ronde. On parle beaucoup de cette SBOM comme un outil clé pour pouvoir répondre à ces dépendances aujourd'hui. Très concrètement, Franck, à quoi vous sert aujourd'hui votre SBOM? Est-ce que à partir du moment où une vulnérabilité sort, qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à avant, que ce soit en termes de réactivité, mais aussi en termes de prise de décision? Au niveau, je dirais, des vulnérabilités, quand on va avoir un composant qui va être à l'intérieur, il y a un certain nombre d'outils, on n'est pas là pour faire de la publicité pour des marques, mais il y a des outils qui sont extrêmement avancés, qui vont être capables de croiser ces composants par rapport aux produits qui sont finis, et à côté de ça, voir, entre guillemets, la vulnérabilité par rapport à la version et un certain nombre de choses, et qui va croiser avec certaines CTI et certaines exploitabilités. Parce qu'on peut avoir une vulnérabilité, c'est pas pour autant qu'elle est vraiment exploitée à l'extérieur, et c'est pas pour autant qu'elle est exploitable à l'intérieur. Donc cette combinaison de tout a beaucoup de sens. Parce que le problème de la SBOM, c'est que tous les jours, ça pop, et tous les jours, ça s'allume, et donc vous avez tout en rouge jusqu'au moment où vous êtes dans un modèle de fatigue, et à un moment donné où je ne sais plus comment les gens arrivent à se prioriser. Donc c'est pour ça qu'il nous faut aussi des outils pour nous dire, parmi toutes les criticités, il y a plus de composants qui sont peut-être plus à risque, qui sont peut-être plus sur des infrastructures critiques, qui sont beaucoup plus exploités, beaucoup plus exploitables, pour trouver, entre guillemets, l'endroit où il faut aller se focaliser pour pouvoir se rassurer en interne, savoir s'il faut, entre guillemets, agir avec des mesures de réduction du risque ou avec des mesures de patch ou juste des informations aux autorités, parce qu'avec le CERA, on va être obligé de le faire, et en même temps avec nos clients pour leur expliquer un certain nombre de choses. Vincent, est-ce que c'est pareil dans une organisation publique ou comment ça se passe pour vous? Oui, c'est pareil. On est très largement sous les feux des projecteurs, bien évidemment. Vous imaginez que dès qu'on a une URL en gouv.fr, on a une cible sur le dos, hein, pour le dire concrètement. Donc, on est les premiers à être scannés et à être probés. Enfin, ouais, voilà, je reprends mes termes anglais, ça y est, c'est reparti. À être testés en temps réel parce qu'on est dans les radars des attaquants. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement proactif en termes d'analyse, de scan. Heureusement, on a l'ANSSI derrière nous aussi qui nous aide. On a un très bon SOC aussi. Et puis derrière, il faut pondérer ces alertes. Alors, soit le SOC le fait pour nous,
effectivement, soit l'ANSSI le fait pour nous. Et quand l'ANSSI nous alerte, en général, c'est qu'il y a un niveau d'exploitabilité. C'est qu'ils savent qu'il y a un kit d'exploitation qui est déjà dans la nature et ils nous le précisent en plus. Donc, quand on a cette sonnette d'alarme, on sait déjà qu'il faut vraiment agir. Voilà. C'est le petit avantage qu'on a. Gros avantage même, si je peux me permettre. Franck, je crois que votre SBOM n'est pas déployé partout dans votre organisation. Tout n'est pas renseigné. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en priorité et comment est-ce que vous avez déterminé le périmètre de ces actifs que vous avez choisi de renseigner? Alors, il y a différentes choses, parce que SBOM, ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Il y a la version officielle SBOM. Je connais très très peu de structures qui ont une SBOM complètement déployée en interne. Si le ministère de la Culture en a une, félicitations. Moi, je ne connais pas beaucoup de sociétés qui en ont. Nous, on est tout à fait au début. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des mécanismes très très proches. L'inventaire de ses composants, le suivi de ses composants avec des vulnérabilités, il y a plein d'outils qui faisaient ça avant, entre guillemets, l'officiel SBOM. Pas pour autant que les gens consommaient, les gens faisaient quelque chose. Mais cette démarche de travailler autour de, entre guillemets, SBOM, c'est quelque chose qui est implémenté depuis toujours chez Schneider, que ça soit en interne ou en externe. Parce que je dirais, on est là pour être résilient, on fournit des services. C'est pas officiellement une SBOM, ça y ressemble beaucoup. Et ça ne suit pas le format. Au niveau externe, on a eu une priorité. Tous nos nouveaux produits physiques, toutes nos prochaines versions de logiciels sont officiellement SBOM compatibles. Et donc, on est en capacité de fournir la SBOM, on est capable de la gérer. Ce qui nous permet d'être encore plus réactifs, parce que l'avantage de supporter le format SBOM natif, c'est qu'on peut utiliser des logiciels qui vont faire tout ce travail d'analyse de croisement avec de la CTI, de l'exploitabilité, des envies de tel ou tel pays pour tel ou tel autre, qui fait qu'on va pouvoir prioriser. Parce que on est noyé sous les détections, et le but du jeu, c'est où est-ce qu'on peut mettre nos forces pour vérifier que. Parce que s'il y a une vulnérabilité exploitable, comment vérifier, et c'est un peu le problème de Log4j, c'est comment on utilise Log4j en fonction de l'utilisation, on était susceptible d'être impacté ou pas. Et donc il fallait tester chacun des composants l'utilisant pour voir si à chaque fois on l'utilisait comme il se fallait et pas d'une autre façon. Donc il y a eu des scripts qui ont été faits par différentes équipes pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc quand ça pop, il faut pouvoir se débrouiller soit avec des outils, soit avec des humains pour vérifier qu'elle n'est pas exploitable directement ou indirectement. C'est là le gros problème. Donc il faut prioriser, et c'est pour ça qu'on a priorisé nos clients, puisque c'est notre produit, c'est notre confiance. Et de votre côté, peut-être Vincent, sur cette question de la priorisation, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement de l'ANSSI? Enfin, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez choisi, vous aussi, d'implémenter? On a un énorme enjeu de priorisation dans l'absolu. De toute façon, parce que l'ANSSI nous demande de catégoriser nos systèmes d'information, savoir ceux qui sont le plus exposés, ceux qui sont plus à risque, pour plein de raisons, hein, soit parce qu'ils sont très exposés au public, soit parce qu'ils manipulent des données, ce qu'on appelle sensibles. Donc, on a déjà cette catégorisation. Donc, ce tri-là, on peut le faire par ce biais-là. On va le faire aussi avec des outils d'exploitabilité. Vous connaissez le CVSS, donc le scoring de criticité. Il y a aussi le PSS, le scoring d'exploitabilité. Alors pareil, il faut le recontextualiser, mais il existe. N'hésitez pas à le chercher, ça vous permettrait de savoir s'il y a déjà un kit d'exploitation dans la nature ou pas. Et puis, on parle de ça, il faut pondérer auprès de nos utilisateurs, nos agents, nos métiers, les directions régionales, le ministère, qui vont nous dire, voilà, ce système, nous, en tant que métier, on vous dit qu'il est sensible, donc il va falloir le pondérer positivement. Et alors que celui-là, c'est juste du DICT, hein, c'est-à-dire celui-là, il peut tomber 24 heures, on s'en fout. Donc tout ça, mis bout à bout, ça nous donne un gros score, qu'on peut faire soit de tête, soit l'évaluer au doigt mouillé, et on est capable de dire, alors celui-là, il va falloir être très attentif. Donc c'est comme ça qu'on réagit. Et derrière ces questions de dépendance, il y a aussi un enjeu plus large dont on entend de plus en plus parler, celui de la souveraineté numérique, qui est un enjeu aujourd'hui incontournable. Entre une entreprise internationale comme Schneider et un ministère, on imagine que le curseur de cette souveraineté se place pas forcément au même niveau et pas sur les mêmes pans non plus. Comment est-ce que vous positionnez ce curseur en tant qu'organisation publique? Et est-ce que la maîtrise de vos dépendances est aujourd'hui une dimension et une exigence surtout structurante? Oui, alors on est outillé aussi. Vous serez heureux de savoir qu'il existe un site qui s'appelle le SILL, le socle interministériel du logiciel libre. Voilà, ça existe. On a des acronymes pour tout. Et j'ai sur ce site-là une base de données de logiciels libres et ou de librairies qui ont été validées par l'ANSSI éventuellement, avec une certaine version, et qui ont même parfois un référent
au sein d'un ministère. Voilà, je peux décider, je dis, bah voilà, moi, cette librairie ou ce logiciel libre, je me l'approprie parce que j'en ai besoin. Je vais même l'homologuer. C'est un terme que les gens qui travaillent dans les entreprises, enfin dans le secteur public connaissent. Il faut tout homologuer chez nous, mais c'est une très bonne chose. Je vais l'homologuer et je me place comme référent. Et donc, n'importe qui dans un autre ministère peut me contacter pour me demander quelle version j'ai homologuée, est-ce qu'elle est vulnérable, etc., etc. Donc, on a cette base de connaissances communes. Voilà, c'est assez pratique. Ça a l'air, c'est même très très bien. Franck, dans un groupe international, vous, est-ce que vous pouvez réellement maîtriser vos dépendances ou est-ce que finalement vous êtes un peu contraint d'accepter une forme de compromis aujourd'hui ? Maîtriser et compromis, je pense pas, mais par contre, on a un devoir, je dirais, de transparence par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos tiers. Quand on parle je dirais, de composants, on peut avoir des composants qui changent de nationalité, on peut avoir des composants qui changent d'export control list. Alors ça, je ne sais pas comment on le traduit, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est très important de savoir, entre guillemets, quels sont les composants. Et savoir qu'un composant qu'on a embarqué, par exemple, il est deprecated. Ouais, mais déprécié, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, bon, d'accord. Bon, déprécié, hein, on va dire comme ça. Ou plus maintenu, on va dire. Plus maintenu, je comprends beaucoup. Hein, le public obsolète, non, parce qu'il marche encore quand même. Donc, je préférais le terme plus maintenu quelque part. C'est-à-dire que, sans parler, entre guillemets, de vulnérabilité directe, ça veut dire que, globalement, plus personne ne le maintiendra. Et que si on se rapproche de normes CRA ou autres, on va avoir un gros problème parce que le jour où il y a un problème, soit il n'y aura plus de source, soit on ne saura plus le générer, soit on ne saura plus l'intégrer. Donc ça crée d'autres problèmes. Et ce n'est pas uniquement, entre guillemets, de l'extrémisme, c'est une appétence au risque de se dire, dans notre composant, il y a des logiciels qui, potentiellement, vont nous créer un problème. Parce que le jour où il y aura une vulnérabilité, ça ne veut pas dire aujourd'hui, on n'aura aucune capacité d'interagir. Donc on pourra juste avoir des réductions du risque et on ne pourra pas proposer une nouvelle version à nos clients ou en interne. Donc c'est extrêmement important de regarder cette notion de pays, cette notion de maintenance ou pas, et de savoir qui maintient et compagnie. Et des fois, on peut avoir des clients qui disent « j'aime pas tel pays » ou « j'aime pas l'open source » ou « j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Il faut être capable de leur démontrer qu'on a une gestion extrêmement transparente et qu'on est capable de la proposer. Ces sujets restent des sujets qui sont techniques. Non, mais les sujets de l'ASBOM en général, pas le sujet des pays et puis de la maîtrise de vos dépendances, mais ce sujet vraiment de l'ASBOM en soi, c'est un sujet qui peut paraître lointain, surtout pour des COMEX qui, eux, ont d'autres priorités et puis une multitude de priorités à gérer. Comment est-ce qu'on arrive à faire passer justement un sujet comme l'ASBOM jusqu'au niveau du COMEX ? Qu'est-ce qui fait réellement bouger les lignes ? Est-ce que c'est les incidents, la réglementation, la pression des clients ? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permet d'adresser ces sujets auprès de votre direction ? Je pense qu'il faut parler vrai avec des exemples. Il y a des exemples de librairies comme, on parlait de Log4j, mais il y en a une qui me fait beaucoup plus sourire, ou du moins sourire de façon ironique. C'est la librairie de chiffrement XYZ, où il y a eu, entre guillemets, une infiltration de bizarreries à l'intérieur qui, au bout d'un certain nombre de versions de la version open source, était extrêmement, je dirais, compromettable pour ceux qui l'utilisaient. Et donc là, il fallait pouvoir la changer à très grande vitesse. Et comme tu le disais, c'était une version qui était tellement sympathique, tellement utilisée, tellement systémique, parce que la problématique que soulève, ou du moins que permet de soulever, je dirais, le SBOM, c'est de pouvoir se dire, est-ce qu'on n'est pas dépendant d'un point de vue systémique de certains composants, nous et nos sous-traitants ? Et de se dire, si jamais un attaquant attaque cette chose, il aura, encore plus que Log4j, il aura, XYZ c'est encore pire que Log4j d'un point de vue impact, de savoir est-ce qu'on a impacté. Donc c'est extrêmement important de soulever des exemples qui ont fait mal. Log4j en est un très très beau, il a fait les news, de faire voir qu'il y a des choses beaucoup plus sournoises, parce que XYZ c'était quasiment indétectable, du moins a posteriori c'était facile de le dire, mais sur le moment c'était infaisable, c'est un truc qui a été fait en plusieurs années. Donc c'est quand même assez sournois, entre guillemets. Et à côté de ça, c'est aussi important de parler de la déprécation des composants, parce que c'est de se dire, est-ce qu'on veut investir, est-ce qu'on ne veut plus supporter ce composant et on assume de ne plus le supporter, c'est-à-dire qu'on ne le mettra plus en vente. Et surtout avec le CRA, parce qu'on ne pourra plus assumer la responsabilité. Donc on poussera nos clients à basculer sur un autre outil. C'est un arbitrage business, de se dire, est-ce qu'on veut continuer à le vendre, est-ce qu'on veut pousser nos clients à acheter un autre produit, et si on leur pousse à acheter un autre produit, est-ce qu'il sera au même prix? Est-ce qu'il aura les mêmes fonctionnalités? Est-ce qu'il sera disponible au moment où il y a? Est-ce qu'il n'y a pas un concurrent qui sera meilleur? Donc c'est une réflexion qui rentre dans le business dessus.
Et c'est ainsi que du coup vous adressez votre COMEX en leur expliquant ce que vous venez de nous expliquer sur ces arbitrages et sur cette maîtrise entre guillemets du risque et l'importance de l'avoir en tête au niveau du business du coup. Et de l'évoquer au niveau de nos sous-traitants. Parce que les SBOM, on parle de l'interne, mais il faut aussi consommer les SBOM de nos sous-traitants, tout comme nous la fournir à nos utilisateurs. Ça ne se partage pas comme ça, parce que c'est quelque part quelque chose d'extrêmement dangereux. Si vous donnez, entre guillemets, toute la construction, vous donnez, entre guillemets, si jamais ça fuite, donc si votre client ou sous-traitant est, entre guillemets, moyen d'un point de vue sécurité, il n'y a rien de mieux pour vous attaquer. Et à partir de, je dirais, de ces SBOM, il faut pouvoir le mettre dans les contrats en disant « je peux vous demander votre SBOM quand vous me livrez un composant ». Et en même temps, quand vous aurez la SBOM, le but du jeu, c'est pas de les mettre dans des répertoires, de les collectionner. Non, mais il y en a beaucoup qui font que ça, on va pas se mentir. Et de se dire, on va les mettre dans un système, on va les suivre, et en fonction de ce qui va remonter, échanger avec ses sous-traitants, tout comme nos clients pourraient nous le demander, et nous dire, j'ai vu des choses popper, dites-moi si je suis exploitable ou pas. Et là, c'est un autre problème qu'on pourra peut-être échanger. Très clair. Vincent, de votre côté et plus largement, est-ce que le fait d'avoir une SBOM vous a déjà permis de prendre des décisions concrètes? Est-ce que vous avez déjà identifié, grâce à elle, des points critiques que vous n'aviez pas forcément vus avant ou que l'ANSSI du coup vous a fait remonter de cette manière? Oui, parce qu'il n'y a pas que Alors, on a parlé de vulnérabilité, on a parlé d'obsolescence, mais il y a aussi un pan légal avec la gestion des licences. Il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que la SBOM, elle permet aussi d'identifier si telle ou telle librairie est en licence ouverte ou pas. Alors, des licences, il y en a des tonnes et des tonnes, Wikicommons, GNU-GPL, etc. Et tout comme la nationalité de la prise en charge de la librairie peut changer, ça peut être pris par un autre développeur, un autre pays, eh ben, la licence peut changer aussi. Et les développeurs ne savent pas ça, en général. « Ah bah super, elle marche bien, je l'ai fait dans mon autre boulot, import, allez, zou ». Mais il ne sait pas qu'en fait, cette librairie, elle est utilisable seulement dans un logiciel non commercial ou uniquement pour, mettons, 1000 utilisateurs. Et ben maintenant, en fait, non, il est chez Schneider Electric et en fait, il n'a pas le droit d'utiliser cette librairie. Et il ne le sait pas. Et ben rien n'empêche le développeur d'aller toquer à la porte de Schneider, ou du ministère d'ailleurs, et dire « Bonjour, alors voilà la petite facture, parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé utiliser cette licence de manière commerciale. » Ça peut faire très très mal. Donc, il y a déjà, on peut aussi adresser la nécessité d'une SBOM auprès d'un COMEX avec ça, en disant faites gaffe, ça peut nous coûter de l'argent en réalité. Et la question c'était La question c'était est-ce que ça vous a permis déjà de prendre des décisions concrètes? Ça nous permet justement de dire n'allons pas sur ce type de logiciel, même si c'est parfois du logiciel libre et qu'on aurait tendance à se dire voilà, on est un ministère, on va plutôt privilégier l'open source, etc. Oui. Mais là, on n'a aucune garantie de maintenabilité dans le futur, ou alors cette licence ne nous permet pas d'adresser comme on peut. Donc ça nous a permis de faire des choix. Alors en général, ce n'est pas des choix sur la librairie, dire ah bah celle-là je ne peux pas l'utiliser, je vais utiliser celle-là. Ça va être plutôt en cascade un choix d'architecture globale, se dire bah, finalement on va plutôt choisir un logiciel commercial. Ça nous est déjà arrivé de prendre cette décision à cause de ça. Ouais. Franck, peut-être une réaction sur cette question des licences? Nous, on est très sensibles parce qu'à partir du moment où vous êtes une société commerciale, on estime que vous êtes encore plus en capacité de payer. Parce que faire payer le ministère de la Culture, je pense que je souhaite du courage à quelqu'un. N'essayez pas. Surtout avec la dette qu'on a. Il faudra quand même être culotté. Quand on est une société commerciale, on est très attirant quelque part. Donc il faut extrêmement faire attention. Et comme tu le signalais, ça peut être plus ou moins, je dirais, compatible avec le produit qu'on va livrer. Mais des fois, il y a des obligations, par exemple, de citer les librairies et les composants qu'on utilise. Donc toute cette chaîne, entre guillemets, de légalité, c'est extrêmement important. Parce que sans parler, entre guillemets, d'une pénalité financière, rien que l'image de transparence, de confiance qu'on crée, à partir du moment où on fait voir qu'on gère tout ça un petit peu à la vas-y comme je pousse, c'est un problème. On a besoin, entre guillemets, vraiment d'être transparent et de faire voir qu'on a toute une gestion et on est aussi en obligation par rapport à nos clients de démontrer qu'on a des moyens de faire ce genre de choses-là. Et donc, tout comme on gère pareil, des composants open source, on va gérer les autres composants de la même façon. Donc c'est extrêmement important d'avoir une capacité de démontrer qu'on gère correctement nos dépendances.
Et peut-être aussi revenir sur la question de l'utilité aujourd'hui de cette SBOM. Ça a un coût, c'est non négligeable, c'est important. Est-ce que vous pourriez tous les deux peut-être revenir sur en quoi concrètement aujourd'hui cette SBOM elle vous est utile au quotidien? Est-ce que c'est un outil de gestion de crise, un outil de pilotage, ou les deux peut-être aussi, et comment est-ce que voilà, ça vous permet aujourd'hui de réellement avoir une vue d'ensemble sur vos dépendances? Les deux, gestion de crise et pilotage. Gestion de crise, dès qu'il y a une vulnérabilité, et surtout lorsqu'elle est largement exploitée, et ça nous permet, comme je l'ai dit, d'identifier très rapidement nos composants qui sont vulnérables. De pilotage quand on fait des choix, effectivement. Alors ça a un coût, oui, ça a un coût, parce que c'est des logiciels derrière. On n'a pas parlé d'outillage pour l'instant, mais il va falloir il va falloir acquérir des SCA, puisque c'est le terme, le Software Composition Analyzer. Alors, il y en a plein, il y en a des open source. On peut citer peut-être les open source, comme ça on ne fait pas trop de pub. Il y a... Ouais. OWASP Dependency Check, par exemple, celui de l'OWASP, par exemple, je ne citerai que celui-ci, mais il y en a des très très connus, dont un qui est historiquement très connu, avec un petit canard noir, voilà, j'en dirai pas plus, et qui peuvent aller plus ou moins loin. Parce qu'on peut avoir... Alors la majorité je vais juste préciser ça, la majorité des logiciels vont aller lire votre manifeste, c'est-à-dire ce que vous allez déclarer dans vos composants techniques. Pour ceux qui font un peu de Java, le POM XML par exemple, si ça vous parle. Et c'est là où vous déclarez la librairie que vous utilisez. Donc là, c'est facile pour le logiciel. Il dit, bon, bah, ok, j'ai déjà pratiquement la liste, en réalité. Il y en a qui vont aller un peu plus loin et qui vont aller scanner vraiment activement pour aller vérifier. Il y en a même qui vont encore plus loin et qui vont scanner le code propriétaire pour aller déceler s'il n'y a pas des pans de copier-coller d'un bout de code qui serait un bout de code sous licence. Par exemple, un bout de code pour décompresser un JPEG, par exemple. Et ben, il y a certains de ces logiciels qui sont capables d'aller jusqu'à lire ce qu'on appelle les snippets pour dire, faites gaffe, ce bout de code, certes, il est dans votre code propriétaire, mais visiblement, vous l'avez copié de quelque part. La question va encore s'élargir avec l'IA. Est-ce qu'il sera capable de déceler que ce bout de code est propriétaire, mais a été repompé par une IA? Ça va être encore plus compliqué. Donc voilà. C'était juste la précision, ça peut vous être utile. Et donc oui, cet outil-là, il coûte de l'argent, parce que la plupart sont quand même des logiciels commerciaux. Ça coûte de l'argent à implémenter, parce qu'il faut rentrer ça dans sa CI/CD, il faut rentrer ça, faut payer des gens pour les faire tourner et les maintenir et faire les mises à jour parce que c'est pas tout de regarder la librairie. Quand elle est vulnérable ou obsolète, il faut la mettre à jour. Ça coûte des sous, mais je pense vraiment qu'en termes de gestion de crise, dès qu'il y a un incident qui dépend de ça, on est beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus rapidement. Franck, sur cette question de l'outillage, peut-être un mot? Dans l'outillage, moi, ce qui m'intéresse encore plus en ce moment, c'est ce qu'on appelle le format VEX, c'est Vulnerability Exploitability Exchange, parce que l'IceBomb va fabriquer du bruit, parce qu'on va avoir des composants qui sont vulnérables, qui sont plus ou moins exploités, mais ce n'est pas pour autant que votre produit que vous fournissez à un client ou que vous utilisez est exploitable. Et donc, il faut trouver des solutions qui vont pouvoir, entre guillemets, recevoir de la part du fournisseur ou de l'éditeur le fait que les vulnérabilités qui seraient potentiellement détectables ont été confirmées comme exploitables ou pas. Et là, c'est encore plus sensible, parce que si un attaquant tombe dessus, il saura celles qui sont exploitables et pas. Donc, vous imaginez qu'on n'échange pas ça avec n'importe qui, n'importe comment. Mais c'est là où, entre guillemets, il va falloir mettre en place des réseaux de confiance entre les différents intervenants pour se dire, je prends ta SBO, mais ce n'est pas juste pour t'embêter, c'est déjà pour voir, est-ce que tu es arrivé à un niveau de maturité? Est-ce que tu es capable de la mettre à jour? C'est déjà super. Parce que la générer au début, c'est pas très compliqué. La maintenir à chaque fois qu'on livre et être capable de la livrer en parallèle, c'est plus compliqué. Être capable d'avoir le format VEX qui va vous dire il y a des nouvelles vulnérabilités détectées, j'ai un mécanisme où je m'engage à confirmer que quelqu'un l'a testé ou valide pour différentes raisons le fait qu'elle n'est pas exploitable chez moi. Et vous la reconsommez en interne en disant j'ai bien tous ces composants, ils utilisent le même, mais lui il est exploitable, l'autre il n'est pas exploitable, et à la fin, pour se dire en fin de compte quel est mon risque, mon appétence au risque par rapport à cette application, vu comment elle est exposée. Donc le fait d'avoir ce genre de format mélangé avec des outils de CTI de croisement vont pouvoir permettre de nous aider. Mais il va falloir mettre en route tout ça. Je connais très très peu de sociétés qui sont à ce niveau de maturité. Et encore moins au niveau d'un système d'information général. Vincent, peut-être sur cette question de la maturité, vous, au niveau du ministère de la Culture, quid? Oui, question piège. Non, mais
Moi, je suis arrivé, il y avait déjà des choses en place. Alors déjà, il faut le dire, je n'ai pas tout inventé. Il y avait déjà des scanners de SBOM qui scannaient plutôt les conteneurs et les dépendances plutôt des OS sur les conteneurs. Vous imaginez peut-être quel outil il y a derrière. Et moi, j'ai amené l'équivalent du côté applicatif, justement, avec les fameux SCA. Voilà, ça fait 1 an qu'on y travaille. On a déjà une bonne partie de nos outillages en CI/CD qui sont équipés. Je ne vais pas vous mentir, on a un peu de legacy encore à adresser. C'est très bien, ça vous laisse, le chemin est long hein, à parcourir, mais pourquoi pas. Et c'est vrai que malgré tous les bénéfices qu'on a évoqués de cette SBOM, elle reste aujourd'hui malgré tout peu déployée. Comment est-ce que, Vincent, vous pouvez vous l'expliquer aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème de moyens, un problème de maturité, un problème de priorisation justement? Je pense que c'est un problème, c'est parce qu'on a oublié. En réalité, hein. Je pense que ceux qui ont vécu Log4j, ils ont fait une SBOM tout de suite après. Tout le monde on a eu un engouement pour la SBOM et pour les SCA après Log4j, c'était incroyable. Hein. Moi, je viens du monde de la vulnérabilité applicative, donc j'étais content parce que j'avais pas besoin de convaincre les gens. Puis bon, bah voilà, ça fait 5 ans, hein. On oublie. Donc il va falloir attendre un autre Log4j, je pense, malheureusement. Non, mais c'est triste. Hein. C'est seulement quand on a, vous travaillez dans la cyber, vous savez très bien que c'est quand on a des incidents qu'on a des budgets, hein, de toute façon. Donc il va falloir attendre tristement un Log4j pour reconvaincre les gens. Mais je pense que c'est de la méconnaissance et de l'oubli avant tout. Et peut-être une dernière question à tous les deux. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, selon vous, pour pouvoir réellement accélérer l'adoption de cette SBOM? Si vous deviez donner un conseil, un point de départ très concret aux organisations qui n'auraient aucune vue sur la maîtrise de leur dépendance, par quoi est-ce qu'elles devraient commencer? Il faudra déjà que certaines sociétés demandent les SBOM à leurs sous-traitants. Parce qu'en général, c'est pas dans les contrats. Je n'irai pas dire que c'est plus intéressant que le GDPR, mais bon, c'est plus critique quelque part. Et surtout, il va falloir faire quelque chose de la SBOM qu'on reçoit. Parce que si c'est pour les collectionner, les archiver, ce que je disais tout à l'heure, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est de se dire ils ont été capables de le générer une fois. Ce qui est déjà beaucoup mieux que ceux qui vous disent je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas capable, ou 3 petits points. Et ça peut être même très intéressant pour pouvoir estimer le niveau de maturité du sous-traitant plus qu'un questionnaire. Quelqu'un qui est capable de vous générer une SBOM et vous dire qu'est-ce qui est exploitable ou pas dans la SBOM générée, waouh, il commence à avoir un petit niveau quand même. Et c'est beaucoup mieux que plein de questions. Parce que ça veut dire qu'il a quand même mis du temps à cet endroit-là. Donc soit il a été traumatisé par Log4j et il a tout oublié à côté, soit il a bien équilibré et on peut se dire qu'on a un acteur de confiance à côté. Et c'est là où je dirais il faut entre guillemets se dire allons parlons avec le légal, demandons ce genre de choses. Et toute personne qui n'est pas capable de fournir son SBOM, ayons une discussion raisonnable avec pour se dire pourquoi. C'est une bonne idée, je prends. Oui, j'avais pas pensé. Mais dans le cadre d'un PAS, dans le plan d'assurance sécurité, on demande beaucoup de choses à nos fournisseurs. Bah oui, demandez un SBOM. À défaut, il l'a pas. Il peut commencer à y réfléchir. Et au moins, on en parle. Parce que c'est un sujet qui est ignoré aujourd'hui. Donc au moins, ça remettra le sujet sur la table et expliquer à nos fournisseurs que ça existe et que ce serait pas mal qu'ils commencent à y réfléchir. Et si on en parle auprès de nos fournisseurs, bah, en interne, ça va diffuser aussi. On va se dire, mais est-ce qu'on en a une, nous ? Est-ce qu'elle est à jour, etc., etc. C'est une bonne idée de l'amener sous contrainte, c'est pas mal. Je prends. C'est souvent comme ça que ça marche, hein, malheureusement. Il y a déjà une réglementation, hein, je dirais, avec le CRA. On est quand même un peu obligé de suivre la SBOM. Hein. Ça ne sort pas comme ça. À bon entendeur, du coup. Merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Auquel cas, je vous demanderai de lever la main. J'arrive tout de suite. Ça nécessite un petit déplacement. Je suis très agile. C'est le dernier jour, tout le monde est fatigué. Bonjour, Noël Lizares de la DGAC. Question, au niveau RH, combien de personnes travaillent sur ce sujet chez vous? Ensuite, vous avez parlé de SBOM. Le problème, c'est qu'il y a plein de façons, il y a beaucoup de façons de le faire. On peut avoir énormément d'informations, très peu d'informations. Donc, finalement, les clients sont libres ou c'est vous qui les guidez vous leur donnez finalement le script à passer chez eux? Vous avez je sais pas. Et le problème, c'est effectivement, dès qu'on commence à jouer avec ces outils, même un système récent, les vulnérabilités, c'est de la folie, quoi. Et le problème, c'est... Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faut placer d'autres outils à côté? Combien de personnes? Moi, c'est l'équipe DevOps qui s'occupe de ça. Donc en fait, c'est une équipe qui fait du DevSecOps maintenant. Donc ça fait partie d'un outillage plus global. C'est un outil global que je ne vous citerai pas, mais qui fait du SAST,
du SCA et du DAST. Donc en réalité, voilà, ils prennent ça comme un scan supplémentaire. Après, il faut aussi des gens pour, comme je disais, pour maintenir et adresser la vulnérabilité quand elle existe, hein. Donc c'est une équipe d'une demi-douzaine de personnes qui s'occupent de ça, mais ils ne font pas que du SBOM et que du SCA, bien évidemment. C'est l'équipe DevSecOps, on va dire. Franck? Moi, je serais incapable de répondre à cette question parce qu'elle est extrêmement complexe. Parce qu'on le faisait déjà avant d'avoir du SBOM, on le faisait du SBOM à la main. Parce que du SBOM, il ne faut pas imaginer qu'on n'en faisait absolument pas. Mais par contre, il y a une façon plus outillée. L'avantage de respecter un certain nombre de formats et d'utiliser un certain nombre d'outils, c'est qu'on est capable de basculer d'un format ou à un autre. Et surtout, on est capable de croiser, je dirais, les détections avec d'autres choses. L'exploitabilité, avec les attaques et compagnie. Ce qui fait que vous allez vous permettre de vous concentrer sur des choses, entre guillemets, plus à risque et les mettre, je dirais, en action avec des testeurs qui vont pouvoir valider ou pas. Et se dire, est-ce qu'on doit faire un patch ou pas? Donc, où commence et où s'arrête la gestion de la SBOM? Est-ce que c'est juste de la lancer et d'avoir des trucs qui s'allument en rouge ou je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est juste à la prise de décision ou au démarrage d'un patch ou l'information de son client? C'est extrêmement complexe, c'est quelque chose qui est partout. Et le problème, c'est que, comme tu le disais, tout le monde participe dedans. Il y a peut-être quelques personnes qui vont plus utiliser telle ou telle je dirais, gestion d'un outil qui est vraiment spécialisé dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'outiller. Parce qu'il faut croiser ce qui est détectable, ce qui est exploitable, avec les différents signaux en CTI. C'est pas juste de l'archivage et des tableaux de bord. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant parce que ça va créer de la confiance dans l'écosystème. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question. Bonjour. Je m'adresse plus particulièrement à Monsieur Van Caneghem. Parce que finalement, vous représentez deux zones assez différentes du logiciel. Quelque chose d'exposé au web et le logiciel qui est embarqué dans des dispositifs qui peuvent être sensibles, voire critiques. Vous représentez vous-même, Monsieur Van Caneghem, un parc mondial de dispositifs réellement critiques. Pour ma part, je travaille pour un assureur, celui qui est peu connu hors du cercle des hôpitaux, mais on assure les hôpitaux européens. Donc, je crois que vous ne faites pas de dispositif médical, mais que vous êtes présent du sol au plafond, sans jeu de mots, dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui change pour vous avec le CRA? Beaucoup de choses dans le monde du logiciel non embarqué, certes, mais pour ceux qui, comme vous, fabriquez déjà des dispositifs qui embarquent du logiciel, qui sont critiques, qui ne sont pas forcément des DM, qu'est-ce qui change pas? Et comment tout à l'heure, vous en avez commencé à parler de la responsabilisation dans la relation entre votre client et le fabricant. Qu'est-ce qui change pour vous avec le CRA? Est-ce qu'on peut encourager de meilleures pratiques d'un côté et de l'autre pour aller au-delà de la responsabilité qui est seulement légale? C'est là où je reviens sur ces deux termes de confiance et de transparence. On peut raconter plein de choses, faire des clauses dans des contrats, ça sera toujours très difficile à démontrer. Par contre, le CRA va, je pense, faire un nettoyage entre les structures qui sont CRA compatibles ou pas. Ça, c'est déjà une première partie. Dans le CRA, on prend la responsabilité de toute défaillance de sous-traitants qui sont embarqués dans ce qu'on va livrer. Donc ça veut dire que ça va nous obliger à choisir, ça va nous obliger à prendre la responsabilité de suivre tout ce qui est déprécié, tout ce qui est en dehors des pays en question et tout ce genre de choses, ou les problèmes de licence. Donc ça va nous obliger à être transparents et ça va aussi, je dirais, obliger les sociétés à nettoyer leur portefeuille d'offres, parce que tout ne va pas pouvoir être maintenable à la même vitesse, parce que ça coûte extrêmement cher de pouvoir, entre guillemets, être au niveau. Donc ça va permettre, entre guillemets, peut-être de faire un nettoyage entre les offreurs pour dire il y a des offres qui sont à niveau parce qu'on n'aura plus le droit de vendre les autres. Ou alors il faudra accepter le risque en tant que fournisseur, ce qui est extrêmement, je dirais, dangereux. Donc il va falloir faire un arbitrage en se disant cette offre n'est plus au niveau de ce qui est demandé. Donc soit on s'engage à être en capacité de, soit on l'enlève du portfolio et on va, entre guillemets, promouvoir tel ou tel autre produit qui est capable de répondre aux besoins, voire pour certaines sociétés arrêter certains produits pour pouvoir, entre guillemets, être en phase avec, je dirais, les attentes réglementaires et les attentes des clients. Merci beaucoup, Franck. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pardon?